Léopold Sédar Senghor embrasse, en naissant au tout début du XXe siècle et en disparaissant à l'aube du XXIe siècle, embrasse à la fois les contradictions de ces siècles, embrasse les combats, et les combats au sens fort du terme, ce ne sont pas simplement des combats intellectuels. Vous avez rappelé qu'il s'est engagé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec toute l'ambiguïté que voulait dire s'engager dans la Seconde Guerre mondiale pour quelqu'un issu d'une colonie française. Et c'est quelqu'un qui a combattu par ailleurs dans la résistance, ultérieurement, et qui poursuivra le combat ultérieurement sous une forme beaucoup plus civilisée qu'on appelle la politique, que ce soit d'ailleurs, bien sûr, dans une carrière en France, pour représenter les intérêts, effectivement, dans Sénégal, dont la géographie n'est pas tout à fait celle d'aujourd'hui, mais qui était évidemment extrêmement important. Et puis, plus tard, évidemment, d'engager dans des conditions tout à fait appréciables, encore aujourd'hui, la transition qui a permis la naissance d'un État et d'une République sénégalaise, dont il a incarné pendant plus de 20 ans la présidence et, vous l'avez dit, la nation. Donc là, on a un personnage évidemment tout à fait central, qui ne se contente pas, bien sûr, d'être ce personnage-là. Il y a déjà là de quoi nourrir une table ronde à travers les différents types de combats évoqués. C'est aussi une grande figure d'une démarche indissociablement politique et intellectuelle qu'est l'aventure de la francophonie. Qu'est-ce qui amène, vous l'avez, monsieur l'ambassadeur, évoqué à la fin de votre discours, qu'est-ce qui amène une figure, alors, née effectivement dans une socialisation très française, avec effectivement probablement l'ensemble des critères et des diplômes qui font de lui effectivement aussi un collègue, à bien des égards de ceux d'entre nous qui sommes aujourd'hui universitaires. Je rappelle d'ailleurs que l'université de Bordeaux lui a décerné, comme de très nombreuses autres universités, un doctorat honoris causa. Il y a un lien entre notre université et le poète président. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un effectivement qui a cet engagement-là décide de le faire au nom d'une valeur potentiellement universalisable qui est la langue française? Et qu'est-ce qui fait que le choix de cette langue, à un moment où la décolonisation s'engage, et donc où le rapport, je dirais, au passé, la langue est une forme évidemment de rapport au passé, aurait pu tout à fait suggérer que, d'une certaine manière, la langue ne participe pas, je dirais, de l'avenir de ces territoires, et en particulier du Sénégal. Et là, on a le troisième terme de notre table ronde qui apparaît. Alors, ça nous fait très plaisir à nous Français, évidemment. On se souvient du message de la Révolution française, comment, d'une certaine manière, pour atteindre l'universel, le détour, je dirais, par l'héritage français, l'héritage culturel français, la langue française, peut-être, est une des voies, je dirais, de cet universel. Alors, pour débattre de ces questions-là, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir trois intervenants qui connaissent beaucoup mieux que moi, je dirais, les termes de ce débat. Je vous rappelle qu'il y a 3 heures, je ne savais pas que je serais là. J'étais à Rochefort, c'est vous dire combien être directeur de Sciences Po Bordeaux amène parfois à des cheminements étranges. Mais bon, il y a pire comme cheminement, il y a pire comme étrangeté, je vous rassure. Donc nous avons la chance d'avoir trois invités. Jean-Michel Dzian, qui a déjà été présenté, donc producteur à France Culture, mais également, et c'est à ce titre probablement qu'il a été convié. Je me souviens très très bien de ce dîner où tout cela s'est organisé. Pierre, tu en étais à l'origine, très très gentiment et très amicalement. Jean-Michel Dzian est l'auteur en 2005 d'une biographie consacrée à Léopold Sédar Senghor. Et au-delà, je dirais, de la biographie, c'est le sous-titre probablement du livre publié donc chez Gallica,
qui mérite de retenir notre attention ce soir, puisque l'auteur entend, à travers cette figure et cette trajectoire, rendre compte d'un imaginaire qui est celui de la francophonie. Et c'est vrai qu'associer francophonie à un imaginaire, c'est déjà quelque part montrer que la langue, elle est porteuse bien sûr d'un élément d'identité, mais cette identité, si je m'autorise à ce jeu de mots trop facile, je m'en excuse Pierre, elle n'est pas forcément malheureuse. Elle peut effectivement nous porter à l'ouverture à autrui, et comme Pierre, je me réjouis évidemment que dans une salle comme celle-là, dans un hôtel de ville qui est aussi le mien, il y ait effectivement une vraie diversité, une vraie variété, et qu'on donne une image effectivement de communauté, une communauté qui n'est pas fondée sur des éléments essentialistes, ni sur des éléments descriptifs, mais sur effectivement le partage et le souhait de partager un certain nombre de valeurs. Donc, Jean-Michel Jean, de ce point de vue-là, a écrit une très très belle biographie qui aide à penser, je dirais, l'importance de la trajectoire de Léopold Sédar Senghor. J'ai également le plaisir d'accueillir au nom de la ville de Bordeaux et des partenaires, notamment l'Institut des Afriques. Donc, je suis ravi d'être ce soir aussi le compagnon, Pierre-Alain Degène, qui est, on l'a dit, président des Alliances françaises, et notamment de l'antenne bordelaise, de ce réseau important, et qui viendra évidemment en appui probablement dans le débat autour des questions relatives à l'importance de la francophonie et au rôle qu'a pu jouer le président Léopold Sédar Senghor dans la promotion, je dirais, de cette idée au moment des décolonisations, puisqu'il y a là évidemment un parallèle qui mérite d'être questionné. Et puis nous avons également le plaisir de recevoir le professeur Nagaso, qui est professeur à l'université Bordeaux-Montaigne et qui nous apportera évidemment toute la connaissance qui est la sienne sur ces questions qui mêlent littérature et négritude, et je crois que c'est évidemment une très très belle table ronde qui s'organise. Alors je vais, pour lancer le débat d'une certaine manière, l'idée est évidemment d'être le plus réactif possible, que nous ayons des échanges nourris, peut-être demander à chacun d'entre vous de nous indiquer quelle est la facette finalement de Léopold Sédar Senghor que vous retenez. On l'a dit, il y a de multiples façons, je dirais, d'entrer dans ce personnage, dans ce récit, je dirais, biographique, dans la richesse, je dirais, qu'il représente. Et je crois qu'il peut être intéressant de voir comment, d'une certaine manière, vous privilégiez, à juste titre, une facette, une dimension, un aspect, un combat par rapport à ce personnage riche, je l'ai dit, à la fois des vertus et des contradictions du XXe siècle. Il y a là vraiment quelque chose qui me semble tout à fait passionnant. À l'époque où j'étais au cabinet de Jack Lang, et j'avais accueilli Léopold Sédar Senghor avec le ministre pour lui faire visiter le futur Louvre en chantier. Il souhaitait venir de Verson, où il habitait, pour venir. Et à cette époque, je n'avais pas imaginé évidemment un seul instant que je ferais une biographie un jour sur le personnage. Mais quand je le regarde maintenant, avec le recul, je me dis, mais quel courage ce type a eu de ne pas choisir d'être à la fois le poète, l'homme politique, le visionnaire, d'être à la fois ce personnage qui a assumé un destin avec ses contradictions. Alors quand on dit ça, on a l'impression de dire une banalité, mais pas du tout. Les hommes politiques du XXe siècle ont choisi à un moment donné. Mitterrand aurait pu être un écrivain, il ne l'a pas été. Il a été un homme politique. Le seul peut-être avec lequel on pourrait faire une comparaison, mais à une distance un peu différente, c'est Václav Havel. Tout simplement parce que c'était un écrivain qui a assumé une charge, un destin politique d'envergure, en l'occurrence être président de la Tchécoslovaquie, et avant la séparation de pays. Mais Senghor est un cas de figure très étonnant. Il a assumé depuis son adolescence et particulièrement après la guerre, enfin, surtout à partir de la Charité-sur-Loire, quand il a été captif pendant la guerre,
Et il s'est mis à écrire Hostie Noire, où là, il a eu effectivement une espèce d'envolée lyrique fabuleuse qui lève un coin du voile sur ce qu'il voulait faire de la politique. C'est-à-dire essayer à partir de ce petit Finistère de l'Afrique qu'on appelle le Sénégal, trouver là peut-être un épicentre important pour essayer de rayonner sur un imaginaire très fécond qui lui appartient. Et cet imaginaire fécond, il en a fait, j'allais dire, un programme politique. Mais c'est réduire considérablement ce qu'était ce personnage de Senghor, qui était tout sauf un politique. C'était un visionnaire, dans le sens où les politiques d'aujourd'hui, on aimerait qu'ils le soient. C'est-à-dire qu'il est exactement dans le sens opposé de ceux qui font de la politique aujourd'hui. L'intendance, c'était pas vraiment son truc à Senghor. Ce qui était intéressant chez lui, c'était sa capacité à entraîner des énergies fabuleuses et de dépasser des clivages, des communautés, des diversités, des ethnies, et Dieu sait si c'est très compliqué en Afrique. Et Senghor est arrivé, en étant catholique, sérère, à fédérer un peuple et le tirer vers le haut et de voir loin avec lui. Et tout ça, il l'a fait en assumant donc des contradictions, parce que quand on est un homme politique, on gère du quotidien. Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les télévisions, il n'y avait pas France 24, il n'y avait pas BFM. Mais tout de même, il fallait, à cette époque, une énergie pour fédérer les gens, pour essayer à la fois de s'opposer aux coloniaux et en même temps faire avec, ce qu'il savait très bien faire. Dans le genre, il se ressemblait assez bien à Mitterrand comme ça. C'était vraiment quelqu'un qui était capable d'une telle diplomatie, et c'est pas l'ambassadeur que je vais le dire, haut de gamme, qu'il arrivait assez facilement à persuader. Le seul peut-être qui n'a pas réussi à convaincre, et moi je trouve que c'est le grand regret qu'il a dû avoir à la fin de sa vie, ben, c'est son collègue, c'est son, j'allais dire, son frère de l'agrégation, c'est Pompidou. Il a pourtant, avec Pompidou, 10 000 raisons de trouver des complicités. La poésie, évidemment. Mais là encore, Pompidou n'est pas poète. C'est un professeur qui s'est amouraché avec la poésie et qui a fait une anthologie absolument sublime que Senghor n'aurait peut-être pas faite. Mais il a séparé les genres. Donc Pompidou a été chef d'État, a été, comme lui, agrégé, fait cette anthologie de la poésie pendant que Senghor gérait son destin politique et en même temps était poète. Et c'est ça toute la différence. Et cette différence que moi je considère comme un atout, c'est une leçon de vie que cet homme a donnée au reste du monde, sur des territoires où il fallait quand même oser. Eh bien cet homme-là, il a déstabilisé, il a inquiété, il a insécurité les grands politiques de la planète. Les Mao, les Nixon, tous ces gens voyaient Senghor comme un personnage double, voire triple. Et donc ça insécurise les tenants de l'occidentalité qui s'installent dans le principe de la raison, de la rationalité. Et comme dit Senghor, l'intuition c'est du côté de chez nous et la raison c'est du côté de là-haut. Bon, eh bien lui, essayer d'en faire une marque de fabrique, essayer de la gérer comme il pouvait avec ses contradictions. Et j'ai terminé sur la francophonie, pourquoi ? Parce que, comme il l'a dit, c'était là aussi pour moi une manière de rentrer dans un paradigme très étonnant. C'est comment cet homme, qui a été dans un collège de jésuites, qui a appris le grec et le latin en le parlant vraiment de manière magnifique, qui est allé chercher des anthropologues en Allemagne comme Frobenius pour essayer d'expliquer comment les Égyptiens étaient des Noirs, et d'essayer de refaire l'histoire pour venir jusqu'à Dakar
s'opposer à Cheikh Anta Diop, pour ceux qui connaissent, qui est un grand intellectuel. Est-ce qu'il y a un peu d'eau ici? Est-ce qu'il y a un peu d'eau? Un verre d'eau, si c'est possible. Merci. Et donc de trouver quand même une veine pour installer un discours qui ressemble à un discours civilisationnel. Et il l'a fondé sur le français. C'est la langue française qu'il a défendue, mais comme on n'imagine pas, c'est-à-dire dans tous les domaines les plus ingrats, arriver à défendre la langue française. Un exemple. Si vous regardez le travail fait par Senghor au Sénégal, quand il a construit l'État du Sénégal avec Abdou Diouf, on trouve, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des décrets où on oblige les administrateurs de l'appareil d'État à employer le majuscule. Et il y a un décret avec 17 articles qui expliquent comment on doit écrire bien le français au Sénégal. Et l'autre jour, j'étais à Dakar et j'ai eu un gros moment de blues. Je dois vous le dire. Oui, je veux bien un petit verre d'eau, s'il vous plaît. Un moment de blues parce que... Il y a un fût à la fin. Comment? Il y a un fût à la fin. On commence par l'eau. D'avoir un moment... Oui, ça s'éclaire mieux là. D'avoir... voir des jeunes sur le plateau à qui je parle de Senghor et qui ne connaissaient pas Senghor. Et là, j'étais pris d'une véritable angoisse en me disant, mais comment se fait-il qu'en si peu de temps, à l'échelle de l'humanité, on est quand même qu'en 2016, ça fait 15 ans qu'il est mort. Et bravo Pierre d'avoir fait cet événement, parce qu'effectivement, notre boulot à nous, c'est la transmission. Et elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite au Sénégal. Et j'y vais régulièrement, évidemment, mais je découvre à chaque fois eh bien, un effritement du souvenir, un travail de mémoire qui n'est pas fait, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Senghor, et qui sont des raisons purement politiques. Et donc ça, c'est pas possible. Il faut qu'on puisse se dire à un moment donné, nous, ici, ou ailleurs, notre travail, c'est pas de dire que Senghor était le meilleur, c'est dire tout simplement qu'il a existé, avec une originalité telle que l'histoire ne peut pas le laisser de côté. Voilà, et après on travaille. Même dans le domaine de la francophonie, et là on a ici des grands spécialistes. Quand en 1971, à Niamey, il crée la CCT, c'était l'ancêtre de la francophonie, qu'il a été voir Diori, qu'il a été voir Sihanouk, voir les grands chefs d'État pour essayer de cautionner ça. Il l'a fait contre la France. De Gaulle ne voulait pas de francophonie. On ne se souvient pas de ça. Pompidou n'a rien fait pour l'aider. Il s'est battu tout seul, Senghor, pour que le français s'installe dans l'imaginaire des Nations Unies. Et donc tout ce travail-là, qui est un travail de persuasion, de conviction, c'était pas facile, Senghor, hein, mais quand même, il est arrivé au but. Il est arrivé au but. Et ces personnages-là, qui sont inscrits dans l'histoire, on est en train de les oublier. Et bien là, je vous dis, il faut tirer la sonnette d'alarme. Et c'est très bien qu'on soit là ce soir pour en parler. Je vous remercie. Léopold Sédar Senghor est pour moi un des plus grands, ils ne sont pas nombreux, qui ont mis toute leur intelligence au profit de la vie. La deuxième chose que je retiens de lui, c'est que c'est lui qui a fait prendre conscience à ses frères d'Afrique de la richesse de la culture africaine. J'ai eu la chance d'enseigner les littérateurs francophones à l'université de Varsovie, à l'université King Abdulaziz, en Arabie Saoudite, et j'ai découvert moi-même la richesse de ces écrivains francophones qui se sont emparés de notre langue française, comme dit Jean-Louis Joubert, les voleurs de langue. Mais quel bonheur qu'ils volent notre langue pour en faire un trésor comme ils l'ont fait. Si vous le permettez, monsieur l'ambassadeur, c'est là, je vais avoir le regard d'un ancien enseignant, un ancien inspecteur, et je vais parler sous votre contrôle
concernant Léopold Sédar Senghor, nous avons eu de la chance. Parce que, bien sûr, à l'école publique de Joal, il était déjà un très bon élève. Puis après, quand il est allé au lycée de Dakar, c'était déjà un fort antenne. Il a été reçu à son baccalauréat avec mention bien. J'ai lu son mémoire après qu'il a fait en France sur l'exotisme chez Baudelaire. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il a eu son bac et qu'il a voulu bénéficier d'une bourse pour venir en France, les autorités françaises ont refusé. Et il a eu la chance d'avoir un inspecteur général, agrégé de lettres, M. Aristide Pratt, qui était à l'époque le directeur de l'enseignement en Afrique occidentale française, et qui a mis son poste en jeu. Il a dit, si vous refusez la bourse à M. Senghor, je démissionne de mon poste. Et le ministère à l'époque a cédé. Et c'est grâce à M. Aristide Pratt que Léopold Sédar Senghor a pu avoir une bourse de 250 francs à l'époque. Et avec 250 francs à l'époque, il pouvait à peine manger, il ne pouvait pas s'acheter du livre. Et c'est son frère, René, qui lui a envoyé 250 francs par mois, et avec 500 francs par mois, il pouvait manger à peu près correctement, et il pouvait s'acheter quelques livres. Voilà ce que je voulais dire, si vous me permettez, parce que, je vous l'avoue, Léopold Sédar Senghor est pour moi un auteur extraordinaire, un de mes préférés. J'ai eu la chance d'inviter et de recevoir Assia Djebar, Driss Raïbi, Alain Mabankou, bref, beaucoup d'auteurs francophones excellents. Mais chaque fois que je préparais mes cours sur Léopold Sédar Senghor, c'était un bonheur. Et ça, je veux le dire. Juste, il faut quand même parler un peu de l'Alliance française. Cette Alliance française qui est la diplomatie de la langue française. Cette Alliance française qui est la plus grande école au monde de langue française, mais pas seulement de langue française, de toutes les langues aussi francophones. Et Dieu sait s'il y en a, je ne vais pas m'amuser à les citer ici. Donc, cette Alliance française, la plus grande école au monde, avec 550 000 étudiants, dans 135 pays, avec presque 837 alliances françaises dans le monde, avec 2000 fans sur Internet, avec 12 000 collaborateurs, avec 8 000 enseignants, avec 26 000 événements culturels chaque année dans le monde qui mettent en lumière la culture française, événements culturels qui sont présentés par à peu près 6 millions de visiteurs. Tout ceci pour vous dire l'importance que bien souvent les Français ignorent. C'est la raison pour laquelle je me permets de dire, tout comme ils ignorent d'ailleurs, qu'il y a en Europe 257 alliances françaises qui représentent 85 000 étudiants. Tout comme il y a en France 27 alliances françaises qui représentent 60 000 étudiants. Tout comme il y a à Bordeaux une alliance française avec presque 1900 étudiants par an de 105 nationalités. Bon, voilà, rapidement brossé, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler du rôle premier que joue l'Alliance française dans le monde pour la francophonie. Je laisse la parole. Je vous remercie. Je voudrais commencer par remercier le maire adjoint, M. Njikam, et remercier également le président de l'Institut des Afriques, René Otaïek, qui sont présents et qui ont organisé cette manifestation. Je suis particulièrement heureux de pouvoir participer à cet hommage rendu à Léopold Sédar Senghor,
en présence du consul général du Sénégal, de l'ambassadeur honoraire Henri Senghor, qui est le neveu de Léopold Sédar Senghor, et en présence des personnes qui connaissent cette personnalité particulièrement éminente de l'Afrique. Senghor est certainement une des figures les plus éminentes du domaine intellectuel et politique de notre continent. Alors, je voudrais, après les éléments d'information qui nous ont été donnés tout à l'heure sur la personne de Senghor, sur son identité, sur quelques-unes de ses idées, revenir sur quelques éléments peut-être qui vont nous aider à aller davantage vers le thème sur lequel nous avons été convoqués à discuter. On a relevé que Senghor, c'était un homme aux multiples facettes, et c'est une réalité. C'était pas seulement un poète, c'était aussi un grammairien, c'était un linguiste, c'était un philologue, c'était un philosophe, c'était un écrivain, et c'était un homme politique. Il est souvent qualifié de poète président-poète selon, mais en réalité on voit que si on devait coller chacun des qualificatifs et qui, comment dirais-je, l'identifiait, on aurait évidemment un nom extrêmement long. Alors on a parlé également souvent, on l'évoque souvent, le double héritage de Senghor. L'héritage animiste et son héritage chrétien. D'ailleurs, ça a été rappelé également tout à l'heure. Je n'y reviendrai pas, mais tout ça, je crois, explique mieux ce que nous allons avoir à discuter autour de la thématique de ce soir, à savoir sa relation à la francophonie et sa relation à la civilisation de l'universel. Alors à ce niveau, je résumerai, disons, la carrière de Senghor en disant qu'elle était fondée sur un double combat, peut-être un triple combat. D'abord un combat pour la négritude, un combat pour la francophonie et un combat pour la civilisation de l'universel. Et on verra que tout son développement, c'est-à-dire toute sa conception et toute son action, y compris au niveau politique, était fondée sur cette possibilité de concilier ce qui au départ pourrait apparaître comme inconciliable. Son combat pour la négritude, c'est évidemment le combat pour l'identité. C'est le combat pour l'enracinement dans la culture propre du monde noir, qui était dans les années 1930, évidemment renié du fait qu'on était encore pendant la période coloniale. Il s'agit donc d'un combat pour, comment dirais-je, l'ancrage dans la culture identitaire singulière de chacun. L'ancrage dans les particularismes qui font que nous avons besoin d'être nous, et c'est un besoin, je dirais, vital. Le deuxième combat, c'est le combat pour la civilisation de l'universel, c'est-à-dire le combat pour l'ouverture à l'autre, le combat pour l'altérité. C'est bien d'avoir une identité, mais l'identité ne s'oppose pas forcément à l'altérité. Et donc, le combat pour la civilisation de l'universel, c'est le combat pour la conciliation du fait que l'on soit soi-même et que l'on puisse, parce qu'on est bien enraciné sur sa propre culture, d'autant plus ouvert aux autres. Alors, sur cette idée de civilisation de l'universel, je voulais, pour ma part, ça sera peut-être des éléments de contribution pour l'échange de ce soir, insister sur certains éléments qui me paraissent les plus saillants pour le caractériser. D'abord, il définit civilisation, il parle de civilisation de l'universel, et non pas de culture de l'universel. Parce que Senghor, qui était un grand philologue et qui était un grand
philosophe, connaissait parfaitement la nuance entre ces deux concepts. La culture est une valeur particularisante. La culture, c'est quelque chose d'identitaire. La civilisation, c'est quelque chose de beaucoup plus englobant. Et c'est bien pour cette raison que plutôt que de parler de culture de l'universel, sur une base, je dirais, où les civilisations les plus fartes auraient tendance à dominer les civilisations les moins fartes. Où les modes, alors aujourd'hui on parle de plus en plus de l'organisation, finalement des modes de vie et d'expression, c'est ça la mondialisation. Uniformiser, égaliser tout le monde, de préférence par le bas. Tout le monde devrait faire comme les Américains, tout le monde devrait parler comme les Américains, et à la limite, cette globalisation devrait nous conduire vers un même mode d'expression, un même mode linguistique, c'est-à-dire tout le monde devrait d'une certaine manière parler anglais, ce qui est évidemment inacceptable et inconcevable. C'est en cela, me semble-t-il, que la mondialisation est chargée de dangers et de menaces pour la diversité culturelle et la richesse du monde des hommes. Elle conduit au choc des cultures, donc à la guerre des civilisations. La civilisation de l'universel exige pour sa pleine réalisation que le monde soit régulé par des principes qui feront éclore un humanisme véritable pour un monde de justice et de paix. Alors ces principes ont nom: démocratie, bien sûr, liberté, justice, égalité, fraternité, identité. Et c'est dans ce sens que Senghor suggère que même les organisations internationales devraient avoir un rôle pour aller dans ce sens. Selon Senghor, les organisations internationales de dimension mondiale, comme l'ONU, l'UNESCO, l'OMC, etc., sont des facteurs positifs dans la construction d'une civilisation de l'universel. Mais pour être au service de toutes les nations, l'Organisation des Nations Unies ne devrait pas être une chasse gardée de quelques États puissants, disposant d'un droit de veto et qui bloquent les décisions sans favoriser les résolutions des conflits. Les intérêts financiers, là aussi on en parle beaucoup, Senghor le signifie dans la plupart de ses écrits. Les intérêts financiers, qui sont si importants, ne doivent pas primer sur la vie humaine. Il fait allusion à tous les thèmes qui sont les préoccupations de notre monde d'aujourd'hui, y compris l'écologie. Et il dit la gestion de l'environnement doit être au centre des préoccupations d'une nouvelle civilisation qu'il appelle civilisation pan-humaine. Voilà l'autre nom de la civilisation de la civilisation de l'universel, civilisation pan-humaine. Il me semble que c'est là des idées qui sont d'une actualité absolument remarquable, alors qu'elles sont énoncées par Senghor depuis très longtemps. Alors, je disais tout à l'heure que ce combat, qui était son deuxième, avait un pendant. C'est la francophonie. La francophonie, pour Senghor, c'est un territoire, un domaine de l'universel. Une façon de nous réunir au-delà de nos valeurs particularisantes, autour de la pratique, autour du partage de la même langue. Senghor a été le premier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, souvent même contre les autorités françaises, pour que la francophonie puisse s'épanouir sur le plan international. Quand dans les années 1960, Senghor, mais il est vrai, avec le président nigérien Hamani Diori et le président tunisien Bourguiba, a préconisé cette idée de la francophonie comme organisation mondiale autour d'une langue, personne n'a voulu le suivre. Et le général de Gaulle, le premier, qui considérait que s'aligner à cette idée, ce serait affirmer une nouvelle volonté de colonisation. Et donc, le général de Gaulle traînait les pieds, comme l'ensemble des autorités françaises, pour ne pas faire de la francophonie
parce que la francophonie avait une odeur de néocolonialisme. Et donc Senghor croyait tellement à cette idée qu'il s'est battu pour qu'elle se réalise. Et aujourd'hui, je crois que les plus fiers de cette idée, c'est quand même les tenants de la langue française en tant que langue maternelle. Alors, certains au Sénégal et parfois en Afrique ont reproché à Senghor une certaine contradiction entre son attachement à la négritude depuis les années 1930 et son combat pour la francophonie, en disant « Vous avez été un homme politique, vous avez été au sommet de la hiérarchie de la magistrature suprême au Sénégal, et pas seulement pendant une mandature, mais pendant au moins 4 mandatures, ou pendant 20 ans. Et si on fait le bilan, on a le sentiment que toute l'action que vous avez faite, ça a été orienté vers la francophonie, et insuffisamment vers la négritude, insuffisamment vers les cultures africaines, insuffisamment vers les langues africaines. Et certains considéraient que ce combat était un combat contradictoire. On ne peut pas se battre pour une identité et aussi pour une volonté de diminution dans un niveau différent de l'universalisme. Alors au Senghor, il n'y a jamais vu de contradiction. Et c'est vrai que ce reproche ne manque pas de fondement. Il n'y avait pas un seul discours que Senghor prononçait sans prononcer le mot négritude, même quand il parlait de la francophonie. Mais c'est vrai que le reproche qu'on lui a fait, c'était de n'en avoir pas suffisamment fait. Il est vrai qu'il a fait un décret pour nommer quelques langues nationales au Sénégal et appeler à les écrire par un système d'orthographe harmonisé, mais on a l'impression qu'il n'a pas fait suffisamment pour faire avancer cette cause qui était la première de le premier de ces combats. Voilà quelques-unes de ces idées qui, je pense, fondent bien la conception de Senghor par rapport à cette idée de civilisation universelle. Je voulais saluer le fait qu'on puisse rendre cet hommage à Senghor à Bordeaux et souligner le fait que ce n'est pas la première fois qu'on lui rend hommage. On a rappelé, il a été nommé docteur honoris causa de l'université de Bordeaux 3, qui est devenue maintenant l'université Bordeaux-Montaigne, où j'enseigne moi-même. Mais je rappelle que l'université Bordeaux-Montaigne a rendu hommage pas seulement à Senghor, mais également au Sénégal à plusieurs reprises, puisque le successeur de Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, a été fait docteur honoris causa, lui aussi, à l'université Bordeaux-Montaigne. Voilà, donc quelques idées, j'aimerais bien qu'on puisse échanger autour de ça, si vous le voulez bien.